de télévision LTM. Dès l'entame de ce journal, nous ouvrons cette édition de l'information par un fait de société au quartier Bépanda, situé dans l'arrondissement de Douala 5e, notamment au lieu dit Carrefour Tonnerre, non loin de la salle du royaume des témoins de Jéhovah. Une voiture de Mercedes, de marque Mercedes, a entamé une course folle aux premières heures de ce jeudi 10 décembre 2020 dans cette partie du triangle national. Et selon certains témoignages, le chauffeur ainsi que les 4 occupants ont fini cette course dans un domicile familial. Et vous nous dites, Jean Jamayena et Patrice Foucault, que le chauffeur de cette voiture ainsi que les 4 occupants est en état d'ivresse. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été déplorée, excepté des blessés graves, des occupants de ce véhicule et d'importants dégâts matériels. Nous sommes un peu plus de 7 heures. Ce jeudi 10 décembre 2020, 6 au quartier Bépanda, lieu dit Tonnerre, et non loin de la salle du royaume des témoins de Jéhovah, dans l'arrondissement de Douala 5e. Ce véhicule de marque Mercedes, avec à bord 4 occupants, y compris le chauffeur, roulant à tombeau ouvert, a terminé sa course folle dans ses installations privées et à usage commercial. Je ne peux pas vous dire concrètement ce qui s'est passé. Par exemple, m'a appelé, il était encore à la maison. C'est mon voisin qui m'a appelé en me disant que la voiture est entrée chez moi. Donc je suis arrivé ici en toute vitesse et trouvé la situation comme ça là. Donc on ne peut pas vraiment, ça veut dire que ça s'est passé autour de 6 heures. Et on ne peut pas savoir vraiment ce qui s'est passé. Même les gens, les conducteurs, ils ne l'ont pas vu. J'ai vécu un accident ce matin à 6 heures plus précisément. Je me suis réveillé du lit et j'ai constaté que la voiture Mercedes que vous voyez là derrière est entrée dans notre maison. Et à bord de ce véhicule, il y avait 4 personnes. Je ne sais d'où ils venaient. Et selon les premiers secouristes qui ont permis d'extraire les occupants et conduits dans un centre hospitalier, les 4 hommes à bord revenaient d'une virée nocturne dans un nightclub du côté de Bonamoussadi et étaient en état d'ébriété totale lorsque l'incident s'est produit. Déjà, je veux dire qu'ils ont eu beaucoup de chance parce que c'est une voiture moderne. Et quand le choc s'est produit, les 2 airbags avant se sont déclenchés et ça a amorti le chauffeur. Et bien après, les premières personnes qui passaient là ont fait sortir le chauffeur. Et ma soeur aussi, elle sortait de la boutique. Elle a fait sortir une deuxième personne et ça a suivi par la suite. Voilà. Et après, on les a conduits dans une clinique pour besoin de soins. Mais quand je les ai approchés, j'ai ressenti le parfum, les odeurs de boisson. Donc, c'est un peu ce qu'on a vécu ce matin. Les victimes de cet accident de Bépanda Tonnerre n'arrivent toujours pas à évaluer les pertes. Je ne peux vraiment pas vous donner un prix estimatif parce que je ne fais pas dans le bâtiment. Mais on a appelé quand même des techniciens compétents pour la matière. Ils ont estimé un devis. Je ne sais pas trop à combien ça s'élève. Donc je ne peux vraiment pas vous dire à combien s'élèvent les dégâts qu'ils ont causés en fait. Non, pour moi, ce n'était pas mauvais. C'est ma voisine, la couturière. Donc ils ont complètement détruit la couturière. Mais chez moi, ils ont plutôt cassé l'angle de la maison. Donc il n'y a pas eu de véritables dégâts chez moi. C'est la couturière qui est vraiment touchée. Ainsi va le corollaire des moments festifs en cette période des fêtes de fin d'année et de nouvel an. Vivement que les férus des boîtes de nuit et autres disciples de Bacchus prennent leurs responsabilités. Et cette journée du 10 décembre 2020 aussi été marquée par la publication de la liste des enseignants déserteurs. C'est ainsi qu'ils se font appeler. Ils sont au total près de 1000. Une liste publiée et rendue publique par le ministre des Enseignements secondaires, Naloba Yonga. Ces derniers exhortent ceux-ci à retrouver le chemin des classes dans les régions du nord et sud-ouest Cameroun. Sinon, ceux qui ne retrouveront pas le chemin des établissements scolaires seront sanctionnés selon les punitions administratives. Reportage. Plus de 1000 enseignants déserteurs dans les zones anglophones
les régions du Nord et Sud-Est Cameroun. Une liste publiée par le ministère des Enseignements secondaires qui exhorte ces derniers à regagner les différents postes. À la lecture de cette liste, il ressort que plus de 85% sont originaires des régions anglophones du pays. Tous ces enseignants déserteurs sont menacés de sanctions administratives si dans les 14 jours, à compter de la date de publication de la note du ministre, ils ne retrouvent pas leur poste ou ne présentent pas de justificatif valable de leur absence à la direction des ressources humaines du ministère. Un censeur nommé proviseur dans un lycée en zone anglophone par le ministre des Enseignements secondaires, Mano Vayonga, avait déjà refusé cette nomination en faisant valoir comme argument qu'il avait déjà atteint l'âge de départ à la retraite. Les régions anglophones du Cameroun sont frappées par un violent conflit qui oppose l'armée régulière à des séparatistes qui réclament l'indépendance dans les régions depuis près de 4 ans. Le conflit a déjà fait plus de 12 000 morts et 1 million de réfugiés déplacés internes selon les organisations non gouvernementales, locales et internationales. Toujours est-il que les chiffres et les statistiques publiées par le gouvernement camerounais sont inférieurs à ceux-ci. La situation des zones anglophones inquiète des observateurs politiques, ce qui pourrait expliquer l'absence des enseignants dans cette partie du pays. Déjà, le Sénat américain menace de sanctionner le Cameroun pour violation des droits de l'homme, alors que ce 10 décembre, le Cameroun séjourne la communauté internationale pour célébrer la Journée mondiale des droits de l'homme. La Journée internationale des droits de l'homme est célébrée tous les 10 décembre et cette année, le Cameroun séjourne la communauté internationale pour commémorer cette journée, jour anniversaire donc de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme signée et ratifiée en 1948. Évocation historique de cette journée par Patine Guagnan. Ce 10 décembre 2020, la Journée internationale des droits de l'homme célèbre le 72e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948. La Déclaration universelle des droits de l'homme est un document fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain. Ceci, sans aucune distinction, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion. Cette déclaration est la première reconnaissance universelle du fait que les libertés et les droits fondamentaux sont inhérents à tout être humain. Ils sont inaliénables et s'appliquent également à tous. Nous sommes tous nés libres et égaux en dignité et en droit. Le thème retenu pour cette année 2020, reconstruire en mieux, défendant les droits de l'homme, est lié à la crise sanitaire du Covid-19. Il met l'accent sur la nécessité de reconstruire en mieux en veillant à ce que les droits de l'homme soient au cœur des efforts de relèvement. Selon l'Organisation des Nations Unies, les objectifs mondiaux communs seront atteints que si nous sommes capables de créer l'égalité des chances pour tous, de remédier aux échecs qui ont été mis en lumière par la Covid-19 et qui ont favorisé la crise. Le but est également d'appliquer les normes relatives aux droits de l'homme pour lutter contre les inégalités, l'exclusion et la discrimination profondément ancrées, systématiques et intergénérationnelle. Cette journée du 10 décembre est également l'occasion de réaffirmer l'importance des droits de l'homme dans la reconstruction du monde auquel nous aspirons, d'insister sur la nécessité d'une solidarité mondiale et de rappeler notre interconnexion et l'humanité que nous partageons en tant qu'être humain. Le Cameroun est ici interpellé. Et plusieurs pays africains se sont rassemblés justement pour célébrer cette journée des droits de l'homme, commémorée tous les 10 décembre. Et le Cameroun qui vit depuis quelques années déjà la pression internationale concernant justement la résolution de la crise sociopolitique dans les régions du Nord et Sud-Ouest Cameroun. Et parlons justement des droits de l'homme, les droits des citoyens camerounais passent par l'éducation, la santé et la nutrition. Et c'est pour cette initiative, selon l'initiation gouvernementale, Youth Connect du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation qui commémore les 1 an d'existence de cette initiative, occasion pour le Palais des Sports de Yaoundé d'abriter la commémoration et l'anniversaire de cette association. Les précisions dans ce reportage. Donc, gracieux de toute une plateforme numérique
Un an jour pour jour sur l'initiative du chef de l'État, le programme Youth Connect a vu le jour implémenté sur le terrain par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Cette plateforme permet à la jeunesse du Cameroun et du monde à utiliser cette interconnexion pour échanger sur les domaines visant à participer sur l'élévation, le développement socio-économique à travers le numérique de la jeunesse en créant des startups. Ça va permettre aux jeunes Camerounais des zones rurales, des zones urbaines de pouvoir bénéficier des financements grâce à l'initiative Youth Connect, de s'auto-employer, d'avoir un emploi décent, et cela pourra être une réponse qu'on apporte au taux de chômage et au sous-emploi au Cameroun. Les ambassadeurs de cette initiative que sont Samuel Etofis et bien d'autres, Françoise Pelum, dit Mamé Yangan, ne disent pas sur les moyens d'accompagner la jeunesse à trouver son repère. Avec joie, amour et allégresse, j'ai offert donc cette plateforme qui m'a coûté environ 150 000 €. Cette plateforme instantanément va interconnecter des millions de jeunes. Bruna Futsu, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, fait le bilan de 1 an de l'initiative Youth Connect. Beaucoup d'activités pilotes ont été menées dans les différentes composantes de Youth Connect, que ce soit le Youth Connect Bootcamp, en renforcement des capacités. Beaucoup de formations ont été développées par les ambassadeurs, par le programme des Nations Unies, les ministères sectoriels. Entrepreneurship Innovation Challenge, par exemple, organisé par le PNUD, les challenges du ministère organisés lors des festivités, des célébrations. Donc je crois qu'il y a beaucoup de composantes qui ont été implémentées à titre pilote. Tous les Camerounais ont été sensibilisés à travers les lancements régionaux et les activités des ambassadeurs sur l'ensemble du territoire national. Cette cérémonie de commémoration de l'an 1 de l'initiative Youth Connect qui s'est célébrée au Palais des Sports de Yaoundé a vu décerner des prix à certains groupes et individus ayant apporté une plus-value à ce programme qui se verra accentué en 2021. Nous pensons que les jeunes ont là tous les outils. Rendons-nous à présent dans le département du Mungo, situé dans la région du littoral, précisément dans la commune d'Ebonnet, qui a tenu une session ordinaire de son conseil municipal. Un conseil municipal qui est revenu sur le vote et l'adoption du budget pour le compte de l'année 2021. Et les travaux de cette session étaient présidés par le préfet du dit département. Les précisions de Zobel Apollini Mbon et Château Vallon. Le budget de la commune de Bonnet pour les exercices 2021 est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 889 385 000 francs CFA. Comparativement à celui de l'année dernière, il connaît une augmentation de 441 85 000 francs CFA en valeur absolue, soit 98,39% en valeur relative. Le développement de la localité des Bonnets faisant partie des priorités de cette commune, le maire Félicité Manon a tablé sur plusieurs axes prioritaires. Les grands axes, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, portent sur l'entretien routier, l'éclairage par panneaux photovoltaïques et beaucoup d'actions dans le secteur social. Dans cette action de développement, les populations de la localité sont également appelées à jouer leur partition. La commune est consciente de leurs besoins, mais que les moyens étant maudits, ils doivent nous accompagner pour que ce que nous pouvons avoir, nous puissions l'entretenir et le pérenniser pour que le développement soit visible. La détermination du maire et l'accompagnement des populations permettront à coup sûr à la localité de Bonnet de revêtir un visage nouveau. Nous avons noté qu'il y a une recherche affichée d'amélioration ou d'optimisation des recettes de cette commune et nous pensons que si ce travail est bien effectué, la localité de Bonnet dans les prochaines années connaîtra un développement assez visible. C'est la salle de délibération de la mairie de la localité qui a servi de cadre à cette séance de travail. La commune de Bassamba a été officiellement installée par le préfet Franklin Etapa et nos reporters Zobel Apollini Mbon et justement et Yakoum Tatan ont assisté à cette cérémonie d'installation. Voici le reportage et le compte rendu.
Bassamba est une commune du département d'Undi. Elle est située à une quinzaine de kilomètres de la ville de Baganti. La municipalité est constituée de 4 villages, essentiellement agricoles, grâce à la fertilité de son sol. Extrait, l'état des routes, le manque d'eau potable, d'éclairage public favorise l'insécurité. Un véritable problème sur lequel les autorités de la localité sont à la recherche de solutions. Ce qui nous préoccupe grandement, il y a un problème d'abord d'eau qui fait la subsistance vraiment d'un être humain. Nous sommes en difficulté chaque fois de ce problème d'eau. Il y a l'électrification pour la sécurité pour les petits bandits. Il y a d'abord cette sécurité. Il y a les ouvrages, les peut-être des routes. Ils nous font des routes ici en train. De faire une longue route et faire les prêter pour rencontrer l'autre, ils ne le font pas. Et ils font les routes rétrécies. Ils ne prévoient pas les trottoirs des deux côtés pour que dans les jours à venir, qu'on n'ait plus de problèmes de destruction des maisons. Nouvellement installé à la tête de cette commune, en présence des populations, chef du village, élite et forces vives, le nouveau maire a des défis à relever. Pose cette question pour savoir si je serai à la hauteur de la tâche ou pas. Je dois être à la hauteur de la tâche. Les populations ont besoin de nous devons mettre le bleu de chauffe pour apporter ceux qui sont en voie d'attente de la mairie. La décentralisation est une opportunité pour nous de pouvoir travailler effectivement pour générer des ressources propres. Nous nous y attellerons. Principal et fondamental que je donne au maire, c'est de rendre Bassamba, urbaniser Bassamba. C'est que Bassamba devient la ville. Que Bassamba, c'est Bassamba soit une cité d'autorat. C'est-à-dire un lieu vraiment vivre, où les populations, surtout les fonctionnaires, qui travaillent ici, vont résider. Et deuxième chose que je voudrais, que j'ai demandé au maire, c'est de tout faire pour la vraie autonomisation de la mairie. Une commune moderne aujourd'hui ne doit plus tellement dépendre de l'État. La mairie doit elle-même générer des recettes et c'est après ça que l'État pourra venir au secours de la mairie. En attendant, le maçon sera jugé au pied du mur. Et quelques jours après l'élection régionale qui s'est tenue sur l'ensemble du triangle national le 6 décembre 2020, les 90 conseillers régionaux de la région de l'Est sont connus. La programmation des résultats a eu lieu à la salle d'audience de la Cour d'appel de l'Est et sans surprise, le RDPC a raflé tous les sièges. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et côté chef traditionnel, ce sont des noms bien connus qui ont fait l'affaire. Reportage de Paty Ngouagnan et Babis Leyem. 326, pourcentage 100%. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC fait un carton plein dans la région de l'Est. Avec ses 100% de votes en réseau régional, le parti de la Flamme n'a laissé aucune chance à ses adversaires, à la grande satisfaction des nouveaux élus. Au-delà du sentiment de joie, c'est un sentiment de responsabilité. Vous savez, la décentralisation, être parmi les pionniers, c'est une charge. Et nous avons le devoir d'honorer, vous savez, le chef de l'État a mis beaucoup de confiance sur ce concept de décentralisation. Nous pensons que nous n'avons pas eu de suite. Le président de la commission électorale, Jean Gansou, se réjouit du devoir accompli et de la sérénité qui a entouré la proclamation des résultats. Le commandement traditionnel est aussi honoré. Nous pensons que c'est une porte qui a été ouverte, une opportunité qui a été donnée au chef traditionnel d'expérimenter la démocratie au sein de notre institution. Et nous pensons aussi que nous nous sommes bien tirés malgré quelques petits dérapages du Moussois et que au sortir de ces élections, qu'on
renouveler tout ce qui était lié aux batailles sur le terrain et qu'on se remette ensemble pour continuer pour la survie de la souveraineté nationale. C'est donc officiel, les 90 conseillers régionaux de la région de l'Est sont connus. Les regards sont désormais tournés vers la session de plein droit avec en ligne de mire l'élection du président du conseil régional. Et proclamation des résultats aussi de cette élection régionale, la toute première au Cameroun, dans la région de la Damawa, principalement dans la ville de Ngaoundéré, où les populations ont vécu cette proclamation des résultats. C'était au tribunal administratif de la ville de Ngaoundéré qui a rendu son verdict concernant cette élection régionale. Je vous propose justement les nouveaux visages du fichier politique de la ville Château d'Eau dans la région de la Damawa. Château d'Eau justement, et ce sont nos reporters Bello Baksoudou et Boubakari Moussa. La région de la Damawa connaît désormais ces hommes et femmes qui ont la lourde charge d'implémenter la décentralisation et de booster le développement local. Le tribunal administratif a servi de cadre pour la proclamation des résultats de l'élection des conseillers régionaux du 6 décembre dernier. Choses parfois exceptionnelles, tous les membres ont signé. Les représentants des partis politiques, des chefs traditionnels d'Election Cameroun ont pris part à cette cérémonie. La première réaction, c'est d'avoir un hommage à l'égard du président de l'État. Il a dit qu'il voulait que les Camerounais retiennent de lui la démocratie. Aujourd'hui, c'est le triomphe de la démocratie. Nous avons siégé et les partis politiques, j'espère, apprécieront ce que on est capable d'apporter également pour eux. C'est voilà, la personne des conseillers qui nous ont donné plus de droits et nous en avons. C'est une marque d'estime vis-à-vis de dans la Damawa. Des 5 départements que compte la région de la Damawa, le parti politique de Bello Magari, de l'UNDP, remporte ces élections dans le département de la Vina, du Faro et Dio, du Mayo Bagno et du Direm. Désormais, les yeux restent rivés sur l'effectivité de la décentralisation dans les différentes localités du Cameroun. Les 10 régions du Cameroun, ceux-ci qui ont été élus de la toute première élection régionale qu'a connue le Cameroun le 6 décembre 2020. Ils auront pour principale mission de parachever le processus de décentralisation. Et on s'intéresse à la page internationale. Nous prenons la direction de la France où l'ancien président français Nicolas Sarkozy écope de 4 ans de prison et 2 ans avec suicide par rapport à l'affaire écoute téléphonique et financement de sa campagne. Les précisions de France 24. C'est un réquisitoire inédit dans l'histoire de la Ve République. Pour la première fois, le parquet national financier a requis ce mardi 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, contre un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, dans l'affaire dite des écoutes. L'ex-chef d'État est jugé avec 2 autres accusés pour corruption et trafic d'influence. Malgré la lourdeur des peines requises, à la sortie de l'audience, l'avocate de Nicolas Sarkozy affichait sa confiance. Je dirais que le parquet a déserté l'accusation et qu'aujourd'hui il a parlé très fort. Il a proposé des peines qui ne sont que des peines proposées. Il l'a d'ailleurs rappelé lui-même, ce ne sont que des réquisitions. Et encore une fois, je n'ai aucun doute, nous démontrons ces réquisitions parce que, encore une fois, elles ont été démontées déjà au cours de l'audience et que ce sera très facile pour nous de le faire. Les juges reprochent à Nicolas Sarkozy et à son avocat Thierry Herzog d'avoir promis un poste à Monaco au magistrat Gilbert Azibert en échange d'informations sur une procédure de la Cour de cassation dans l'affaire Bettencourt. Contre les 2 co-accusés, le parquet a requis la même peine,
Au-delà du réquisitoire, ce procès et le rôle du parquet financier est régulièrement dénoncé par Nicolas Sarkozy et son entourage. Tous évoquent un procès politique, de quoi pousser le chef du parquet financier à tenter d'éteindre la polémique peu avant l'audience. Personne ici ne cherche à se venger d'un ancien président de la République. Les plaidoiries de la défense doivent-elles débuter dès ce mercredi? Et nous restons en France, la France qui est bien loin des objectifs fixés pour les 5000 cas de personnes infectées à la Covid-19 par jour avant le 15 décembre. Une fois de plus, France 24. Les décorations sont là, mais comment fêtera-t-on ce Noël? La perspective d'un déconfinement avant les fêtes semble s'éloigner. Malheureusement, c'est la santé avant tout et il faut se préoccuper avant des gens plutôt que de notre liberté. Donc moi, je ne pense pas qu'on sera déconfiné. C'est vrai que j'aimerais bien, mais si c'est pour mettre à risque les gens, peut-être que ça ne vaut pas la peine. Est-ce l'effet du froid ou du relâchement de nos comportements? Depuis plusieurs jours, l'épidémie de Covid ne ralentit plus. Le gouvernement tablait sur 5000 contaminations par jour au 15 décembre pour envisager le déconfinement. Selon les projections, l'objectif semble désormais hors de portée. Pire, le taux d'incidence est à la hausse dans 18 départements. Il est clair que la descente n'est pas aussi rapide que celle qu'on pensait. Enfin, c'est toujours la différence entre les modèles qui sont des modèles et la réalité et aussi les attitudes des gens en fait. Parce qu'on voit bien qu'on ne s'est pas beaucoup confiné et on s'est très très vite complètement déconfiné. Autre objectif fixé par Emmanuel Macron, descendre sous la barre des 3000 patients en réanimation. Toujours selon les projections, ce devrait être le cas la semaine prochaine. Des résultats fragiles qu'un relâchement à Noël pourrait compromettre. Aux États-Unis et au Canada, les fêtes familiales de Thanksgiving ont entraîné une explosion des contaminations. On craint tous la troisième vague. Après, comment elle naîtra, on ne sait pas très bien. Mais en tout cas, les fêtes de Noël et les fêtes du Réveillon sont clairement l'occasion pour nous de relancer le cycle de contamination et de perdre quelque part tout ce qui a été acquis au cours des dernières semaines. Une troisième vague en janvier, un scénario que tous, politiques et scientifiques, veulent éviter. Et c'est avec cette information que nous refermons le 19h45 sur votre chaîne de télévision. Retrouvez l'actualité ce vendredi à 7h55 dans le cadre de la matinale. À 13h, le journal de la mi-journée. 17h30, le journal en langue anglaise. Rendez-vous pris pour ce vendredi à 19h45.